Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant pour cette quatrième et dernière partie de ce nouveau rendez-vous qui vous est proposé par le GIP Maximilien. Je suis Valentin Goethals, journaliste pour Parole d'Élus et c'est moi qui vais avoir la chance d'animer ce temps dit des grands témoins. Il est 11 heures passées de quelques minutes et durant l'heure qui va venir, il va être question d'open data et d'ouverture des données publiques avec comme fil rouge cette question: comment l'ouverture des données publiques peut-elle nous permettre de générer de la valeur et de créer des nouveaux services? Pour nous aider à répondre à cette question, j'ai avec moi 5 grands témoins en présence et en visio. Tout d'abord, Mona Traïka, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente chargée du numérique au GIP Maximilien et conseillère territoriale développement numérique à Plaine Commune Grand Paris. Également en visio, Isabelle Maté, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice business développement régional Smart City chez Orange Business Services. J'accueille également comme troisième invité Antoine Carrette. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint données numériques et Smart Région à la région Île-de-France. Également Monsieur Bertrand Montubert, vous êtes conseiller régional Occitanie, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et président d'Occitanie Data. Et bonjour. Bonjour. Et enfin, Emeline Van de Ven, vous êtes consultante commande publique et open data chez Datactivist. Bonjour à toutes et à tous. Pour plonger sans perdre plus de temps dans cette thématique, dans cette conférence, je m'adresse à vous, Madame Traïka, avec une double question. Tout d'abord, en quoi l'ouverture des données publiques est-elle un enjeu pour Maximilien? Et puis, une question aussi qui, je pense, est importante pour vous. Comment rapprocher ouverture des données publiques et besoins concrets des citoyens? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Alors, pour effectivement le GIP Maximilien, alors cette conférence va maintenant être enregistrée. Et effectivement, pour Maximilien est connu historiquement sur la commande publique et une approche stratégique autour de l'open data et de la commande publique. On a effectivement récemment candidaté à un projet autour de France Relance, juste pour vous dire et insister sur le fait que sur lequel l'ensemble des acteurs et privés sont engagés pour cette fameuse relance économique. L'idée, c'est de pouvoir créer un observatoire de la commande publique et autour de l'open data, d'avoir deux visions, une vision citoyenne pour donner plus de transparence aux politiques publiques autour de la commande publique qui représente 11 milliards d'euros pour la France, et aussi être vraiment un outil d'aide à la décision et indicateur, je dirais, de performance bienveillante pour les acteurs publics, en tout cas dans nos stratégies de développement autour de la commande publique. Et puis l'open data, c'est essentiel. C'est essentiel, pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une visibilité dans tout ce qui est autour de la data visualisation, donc de permettre de nous donner à voir l'efficience de nos politiques publiques. J'aime souvent à citer deux exemples de cartographie qui sont apparus récemment dans les fils Twitter et qui ont été mis en place par des associations qui veulent justement mettre en exergue les résultats, notamment autour du handicap et des mobilités. Qui sont un exemple assez illustratif de ce que peut apporter l'open data et le partage, en tout cas, de ces données. Sur le transport, on a une carte des transports parisiens avec l'ensemble des stations accessibles. Donc, on s'aperçoit qu'il n'y a que 9 stations qui sont accessibles dans notre métro parisien. On a repris le même métro et grâce à l'open data, on a vu qu'on était très, très riche en lieux culturels à proximité de nos métros. Si on croise ces deux types d'informations mises à disposition aux citoyens, on s'aperçoit que les politiques publiques, elles sont importantes autour du handicap notamment, et qu'on a aussi un devoir d'accélérer, je dirais, cette mise sous accessibilité et d'avoir à la fois la culture pour tous, partout, c'est partout dans nos territoires, mais aussi de permettre à tous de pouvoir accéder à cette culture et au transport. Donc tout ça pour dire que l'open data, c'est vraiment au cœur, ça nous donne réellement une visualisation au travers de la donnée de l'efficience des politiques publiques, et ça permet d'être à la fois une source d'inspiration pour améliorer
de manière très bienveillante nos politiques publiques. Et la commande publique, c'est effectivement le GIP Maximilien. Il est précurseur sur la commande publique, l'open data et même l'open source, qui sont deux grands vecteurs en fait, qui font partie du plan de France Relance. Et il faut qu'on avance sur ces sujets-là. Et la stratégie qui a été présentée sur 2021-2023 va dans ce sens-là. J'aimerais justement faire réagir Madame Van de Ven, si vous voulez bien, mais peut-être un mot sur Dadactiviste. Quel est un peu le rôle de Dadactiviste et puis votre réaction par rapport à ces premières paroles de Madame Traïkia. Alors, Dadactiviste, déjà pour resituer dans le contexte, c'est une SCOP qui a été créée il y a bientôt 5 ans par deux cofondateurs qui voulaient aider, enfin en tout cas accompagner les acteurs publics dans la mise en œuvre de la loi Le Maire, qui est la loi pour une République numérique, qui a été adoptée et promulguée en fin d'année 2016. Donc on a, on va dire aujourd'hui, 95% de nos clients qui sont des administrations et qu'on accompagne dans l'ouverture de leurs données. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 12 associés chez Dadactiviste. Pour rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus là, il est clair qu'on a encore pas mal de travail sur la partie open data de la commande publique. On va dire qu'il y a un élan global, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. La principale raison que j'identifie, c'est que l'open data a été une obligation renforcée au 1er octobre 2018 et était dans le package de la dématérialisation des procédures de marché public et donc n'a pas été forcément identifié comme étant un sujet prioritaire chez les acheteurs publics. Toutefois, les choses bougent. Les acheteurs publics, de plus en plus, leurs données essentielles de la commande publique. Et ce qu'il faut arriver maintenant à franchir comme étape, j'ai envie de dire, c'est de donner du sens à tout ça. C'est très bien d'ouvrir les données de la commande publique, mais il faut leur donner une utilité. Et donc, leur donner une utilité, c'est que les entreprises et l'administration, mais aussi surtout la société civile, citoyens, journalistes, chercheurs, etc., s'en saisissent pour leur donner un sens. Et le sens qu'on va pouvoir leur donner, ça va être prioritairement, je pense aussi, placer la donnée au cœur des politiques achats et avant même de donner un usage vis-à-vis de l'extérieur à ces données, leur donner avant tout un sens et une réutilisation en interne. Et donc placer cette donnée dans une stratégie achat globale en s'en resservant d'abord en interne et après en allant la valoriser vis-à-vis des entreprises, des citoyens, de la société civile, en tout cas la valoriser vis-à-vis de l'extérieur dans un second temps. Je reprendrai la parole tout à l'heure là-dessus, mais il y a pas mal de choses à faire. Donc, si je comprends bien, ces collectivités qui rechignent un peu à ouvrir leurs données, c'est un peu parce qu'il y a une sorte d'incompréhension. On a finalement une ouverture des données qui est trop perçue comme une finalité et pas comme un moyen, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à présent, l'open data, l'ouverture des données, ça a été un sujet vu comme quelque chose à faire, une tâche en plus à faire à la fin d'un processus achat. C'était déjà le cas sous le Code des marchés publics avec la publication de l'article 133. Et c'est encore malheureusement trop perçu comme j'ai quasiment fini ma procédure, ah non, j'ai une partie open data à faire et il faut que je la fasse. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas encore donné suffisamment de sens à l'utilisation de ces données en interne et vis-à-vis de l'extérieur. Une fois, ce qu'il faut, je pense, pour que les choses changent profondément, c'est qu'il y ait une acculturation des agents au sein des services de la commande publique notamment à la data, à l'open data, et ça se passe très bien dans des structures dans lesquelles on a un pilotage de la politique open data, soit par un service identifié en interne, ou alors quand il y a un portage des élus, c'est un sujet dans ce cas-là qui est beaucoup plus fluide et pris en main de manière transverse et pas uniquement par les services de la commande publique. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui voudraient, vous avez la possibilité, comme pour les ateliers, de poser vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Et je voudrais qu'on prenne la direction de l'Occitanie pour justement en savoir un petit peu plus sur une structure qui a l'ambition de créer de la valeur. Bertrand Montubert, donc vous êtes président d'Occitanie Data, qui va devenir bientôt un GIP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la genèse et puis votre approche particulière?
Oui, oui, merci. Et évidemment, la genèse, elle est en lien et en complément, bien entendu, avec toute la démarche Open Data. En tant qu'élu, j'ai pu piloter le travail au sein des services de la région pour entrer dans une démarche Open Data. On a d'ailleurs été accompagné par plusieurs acteurs, dont Datactivistes, et avec un certain succès. Alors, c'est un travail difficile et je partage tout à fait ce qui a été dit à l'instant sur le fait qu'il est nécessaire de donner du sens. Il ne faut pas que cette démarche apparaisse comme une contrainte. Je dirais qu'il faut aussi ajouter la dimension de l'usage. C'est vrai que la démarche Open Data s'est beaucoup faite dans une logique d'offre, en pensant que en mettant en place une offre de données, on allait générer des usages qui allaient être créés par les citoyens. Quelques exemples ont été donnés tout à l'heure, autour par exemple des stations de transport et du lien avec stations de transport dans lesquelles c'est accessible et du lien avec les salles de spectacle. C'est tout à fait intéressant. Maintenant, je crois qu'il faut aller effectivement beaucoup plus loin. Et c'est en ce en quoi Occitanie Data s'est créé, rassemblant des acteurs publics et privés. Dans les acteurs publics, c'est aussi bien des collectivités territoriales, des grandes institutions nationales comme par exemple le CNES ou l'IGN, des acteurs académiques, des acteurs du monde de la santé, des entreprises qui peuvent être aussi bien des startups que des grands groupes ayant leur siège en France, mais pouvant être pour certains de dimension mondiale. Et l'objectif, c'est d'essayer de créer un cadre de confiance pour des usages de la donnée multi-organisation. En fait, le point clé là-dedans, c'est que on constate que pour beaucoup des usages, on a besoin de croiser les données qui viennent de plusieurs sources. Et d'ailleurs, là encore, l'exemple qui a été donné tout à l'heure autour du transport et de l'accessibilité dans le transport et puis de la position des lieux de spectacle proviennent probablement d'organisations différentes. Alors évidemment, quand les données sont ouvertes, c'est facile. Mais quand elles ne sont pas ouvertes, et dans beaucoup de cas, il ne s'agit pas seulement d'une volonté de mise en place de l'open data, c'est tout simplement qu'il y a des données qui ne peuvent pas être ouvertes, ou en tout cas pas ouvertes avec un degré de granularité qui est suffisant. Je pense évidemment à toutes les données personnelles qui ne peuvent pas être publiées en open data pour la plupart d'entre elles. Et à partir de là, il faut mettre en place des mécanismes, un cadre éthique qui permet de légitimer le fait qu'on va faire ou pas un traitement de données, un cadre aussi de modèle économique, étant donné que les différents acteurs peuvent avoir des intérêts qui sont en jeu, mais aussi un cadre technologique qui doit rendre possible le fait de faire ces traitements de données multi-organisation. Et c'est autour de ces axes-là que Occitanie Data a déployé son travail, avec en particulier la création d'une charte éthique de l'économie de la donnée qui a été publiée il y a 1 an et l'accompagnement d'un certain nombre de cas d'usage. Alors, il y a un petit problème de son. Merci beaucoup, Monsieur Montubert. J'avais une question complémentaire sur l'équilibre, puisque vous regroupez à la fois des acteurs publics et privés. Comment faites-vous, comment allez-vous faire au sein du futur GIP Equitia, justement pour garantir cet équilibre entre des acteurs qui finalement sont par nature différents et qui ont aussi sans doute des enjeux différents? Tout à fait. Alors, c'est vrai que dans la phase associative, on avait décidé de faire une association avec peu de membres au départ, 17 en fait, qui représentent d'eux-mêmes cet équilibre. La transformation en GIP marque plusieurs évolutions. D'abord, le GIP va être d'envergure nationale. Nous gardons notre siège à Toulouse, mais pour autant, nous travaillons déjà avec des acteurs dans toute la France, voire en Europe, mais aussi au Canada. Ça, c'est la première chose. Et pour ce qui est de l'équilibre, nous avons décidé effectivement d'ouvrir de nouveaux membres. Et pour maintenir le fait qu'on ait à la fois des acteurs publics, privés, dans les différentes structures, qu'on n'ait pas des gros groupes ou que des startups, etc., on va organiser ça sous forme de collèges. Il va y avoir 5 collèges qui auront autant de sièges au conseil d'administration, les uns que les autres. Et donc, on va avoir comme ça un collège pour les plus petites entreprises, un collège pour les plus grandes entreprises, un collège pour les collectivités territoriales, un collège pour les institutions publiques qui ne sont pas des collectivités territoriales, et puis un collège pour les établissements d'enseignement supérieur de recherche et acteurs de la santé comme les CHU. Donc, ça donnera comme ça
à la fois une majorité de voix aux acteurs publics, puisque c'est une nécessité dans le cadre d'un groupement d'intérêt public, bien entendu, mais ça permettra aussi un équilibre pour que on puisse avoir les bénéfices de la présence des différents types d'acteurs, à la fois des startups avec tout leur côté d'innovation extrêmement dynamique, des grandes entreprises qui ont une capacité d'action extrêmement importante, des grandes institutions nationales qui portent des politiques publiques, des collectivités territoriales qui portent l'ancrage territorial, et puis ce lien avec la recherche, avec les hôpitaux également, qui est bien entendu extrêmement important, acteurs d'ailleurs de la recherche et de l'enseignement, qui sont des acteurs dans lesquels les citoyens portent énormément de confiance et donc auxquels nous donnons un rôle tout à fait particulier. Alors, justement, parmi les membres, vous l'avez dit, vous avez des collectivités, vous avez le CNES et aussi des entreprises comme Orange. Je me tourne vers Isabelle Maté. Dans notre échange, vous me disiez que pour chaque projet d'Open Data, pour vous, chaque projet doit reposer sur 4 piliers, c'est bien ça? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, les 4 piliers sont en fait l'approche Smart Cities qu'on a au niveau d'Orange, qui sont améliorer la relation citoyenne, développer l'attractivité, l'économie du territoire, augmenter l'efficience de la gestion des services urbains et préserver l'intégrité des données et des services. Et donc, l'ensemble de ces 4 piliers sont fédérés de manière centrale par la donnée et la gouvernance de la donnée. Et on suit, on va dire, ce qu'on appelle chez nous le voyage de la donnée, c'est-à-dire on fait la collecte, le transport, stocker et traiter la donnée, l'analyser, la partager et créer, partager et créer. Et en transverse, on a se protéger et sécuriser. Ce qui veut dire que on est capable, on a des savoir-faire sur l'ensemble de ce voyage de la donnée, mais un projet Smart Cities, c'est pas un acteur, hein, c'est un ensemble d'écosystèmes publics, privés, du territoire, et donc on s'adapte en fonction et on intervient en fonction des types de projets à différents niveaux, avec soit des briques technologiques, soit des savoir-faire, et notamment de développer une méthodologie qu'on met en œuvre très régulièrement sur justement la donnée, comment l'exploiter, et on met ça en œuvre par exemple sur le Havre et le port du Havre pour un des territoires d'innovation, je pourrais en reparler après, ou d'une manière un peu plus systématique pour des clients. Donc la donnée est bien centrale à l'ensemble de ces piliers. Si je comprends bien, pour créer de la valeur, ce qui était un peu notre fil conducteur, l'enjeu pour vous, en fait, c'est d'imaginer des nouvelles formes de partenariat? C'est un peu ça? Alors, la valeur, elle réside dans des nouvelles formes de partenariat, parce que effectivement, il faut absolument que les acteurs des territoires, ou chacun une partie du problème ou de la solution plutôt. Et donc, ce qu'il faut, c'est déjà avoir une acculturation de la data au niveau des élus et des agents des collectivités. Et ça, c'est même avant le portage juridique. Donc, on travaille sur des ateliers. Les portages juridiques sont souvent des conventions d'expérimentation, ce qui permet de mettre tout le monde autour de la table. Et on fait avec eux l'inventaire de l'existant et les datas à collecter, et après, on construit la gouvernance. Et dans la gouvernance, on rajoute à l'écosystème des juristes. Et un gros travail. Donc après, on part sur des marchés d'innovation et puis le traitement de la donnée. Donc en fait, avec ces premières étapes, on a défini les cas d'usage, on a défini ce qu'on avait comme données, ce qui nous manquait et l'état de la donnée. Et traiter la donnée, c'est quelque part là où il y a également une grosse complexité, c'est contrôler d'abord sa qualité, hein. C'est ce que je mets en entrée, je vais le retrouver en sortie. Donc, c'est très important. La fraîcheur de la donnée, la complétude et qu'elle soit prête à l'emploi.
pour que justement chacun des acteurs puisse bénéficier ensuite du retour de ce qu'il a mis, on va dire, dans le pot data dans la plateforme data. Et après, on propose donc des plateformes pour un pilotage quotidien et puis des tableaux de bord qui vont être à la main des différents acteurs et qui vont rendre visuelle la data, ce qui fait que les interlocuteurs peuvent vraiment prendre conscience de ce que ça apporte et comment la manipuler pour pouvoir en tirer encore plus de valeur. Alors justement, sur ce point de relation, on va dire, avec les citoyens, je me tourne vers vous, Mona Treikia. À Pleine Commune, vous êtes en train de travailler sur une nouvelle application citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous voulez réagir aussi à ce que... Alors, je vais réagir à tout ce que j'ai entendu, parce que c'est d'une extrême qualité, et puis notamment dire au GIP qui est en train de se créer autour de la data, même si vous êtes dans le sud, on va suivre avec le GIP Maximilien de très proche ce que vous faites, parce que c'est très intéressant dans la démarche, je dirais, qui correspond à des valeurs qu'on partage, du collectif, du partenarial, et aussi essayer de construire un petit peu une vision transverse, avec des prismes différents. Je pense qu'on est dans l'innovation que j'aime appeler l'innovation utile au service de tous. Je voulais réagir effectivement à quelques points, parce qu'on a abordé, Isabelle a abordé des choses très intéressantes et puis qui sont aussi, je dirais, les piliers. Quand on parle de cycle de vie de la donnée, c'est de la donnée très très importante, je pense, dans l'interview qu'on a mis d'ailleurs sur le GIP, j'en parle un peu, et c'est important de le dire, on a un vrai sujet autour de la protection de cette donnée territoriale. D'ailleurs, il y a une mission qui a été lancée par notre Premier ministre sur ce sujet-là, puisque effectivement, il y a un vrai sujet de propriété de la donnée. Aujourd'hui, ça reste quand même un champ sur lesquels, comme je l'ai évoqué dans l'entretien, il y a les BATX et les GAFAM n'ont pas encore, en tout cas, ils commencent à l'investir. Il faut qu'on arrive à protéger ces données-là territoriales qui contiendront de fait une partie de données citoyennes. Je suis intimement, à titre personnel, mais aussi politique, je dirais, convaincue que les prochaines licornes qu'on arrivera à faire émerger, que ce soit au niveau national ou européen, traiteront de la data territoriale et des usages. Il y a un élément aussi que j'ai abordé, c'est la cybersécurité, parce qu'effectivement, la donnée, on a plein de flux, c'est lié au fait de protéger cette donnée. On a la chance d'avoir une structure que j'affectionne particulièrement, qui est l'ANSSI, notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui travaille justement sur toutes ces problématiques de cybersécurité. Je ne reviendrai pas sur le fait que cette dernière année Covid a démontré en tout cas que c'était un pilier de la gestion de la donnée, avec toutes les attaques et les cyberattaques. Alors, effectivement, il va falloir qu'on communique plus sur la donnée. Historiquement, l'open data, c'était des fichiers qu'on déposait quelque part, qui étaient dans des formats très techniques, qui étaient soit du CSV, je ne rentrerai pas dans les détails, et on a besoin, en tout cas, les élus et les agents et les directions des services que je salue et qui portent aussi ce concept, je dirais, d'innovation utile. On a besoin de donner du sens, que vous aviez d'ailleurs bien évoqué, Monsieur Bertrand Montubert tout à l'heure, et Emeline Van Deven. Il faut donner du sens, et tout ça passe par les cas d'usage. Et donner du sens, c'est pour qui et pourquoi on fait les choses. Et si on donne des aspects trop techniques, forcément, l'open data est encore à cette image d'aspect un peu trop technique encore, et qu'il faut en sortir et se dire quelles sont les données dont j'ai besoin pour pouvoir générer et créer de la valeur, pour pouvoir justement créer de nouveaux cas d'usage, répondre à des besoins fondamentaux des citoyens et créer des startups, enfin des nouveaux partenariats. À Pleine Commune, on a entre guillemets innové organisationnellement, mais aussi dans nos partenariats publics-privés, et on souhaite mettre au cœur de tout ça les besoins des citoyens et les besoins des acteurs. Donc les nouveaux partenariats seront effectivement au cœur de la réussite collective, de cette création de valeur, création d'entreprises, de création, je dirais, je l'espère, de l'émergence de ces nouvelles licornes.
Pour revenir au sujet du citoyen, j'ai deux exemples. Effectivement, il y a celui de la refonte d'un applicatif qui vise à promouvoir la participation citoyenne. Alors, sur un exemple on parle effectivement de commande publique responsable au sein du GIP, mais il y a aussi avoir une approche de la data en ayant aussi, en traitant le caractère responsabilité. Alors, ça passe par la responsabilité citoyenne, ça passe aussi par des concepts novateurs de gestion du cycle de vie de la donnée. Je parle de circuit court de la donnée, notamment, qui est en train aussi, une démarche qui est en train d'émerger, être au plus proche de la donnée territoriale pour pouvoir aborder des besoins concrets citoyens de proximité. Donc, c'est aussi quelque chose de très important, avec des volets très techniques que j'évoquerai pas. Mais en tout cas, on a besoin de se rapprocher du besoin de citoyen. On a besoin d'avoir on rejoint un petit peu les démarches de création de services, du design thinking, de l'open innovation. On rejoint ces aspects-là qui sont des clés de voûte et des clés de réussite des démarches d'open data et des nouveaux usages de l'open data. Cette application, elle a pour but effectivement de répondre aux défis du développement durable, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui me tient à cœur, mais qui est la responsabilité aussi d'un numérique responsable, mais pas dans la vision marketing, mais dans une vision très pragmatique de la conception jusqu'à la réalisation, d'avoir une approche d'indicateurs sur l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement et comment on peut emmener nos citoyens vers des nouveaux usages sobres et responsables au travers d'un applicatif. C'est comment on les fait participer et comment on leur donne à voir, ce que je disais dans mon propos introductif très rapide tout à l'heure, comment on leur donne à voir les résultats concrets de gestion de leur espace public et en faire des acteurs. Récemment, j'ai participé à une réunion qui n'est pas sur de la commande publique, mais qui est avec la Commission européenne de la data et notamment du numérique au service de la culture et du patrimoine. On se pose ces questions-là de gestion de la donnée. Je vous invite à aller voir une plateforme et ça rejoint une des questions qui était posée dans le chat. Comment mieux communiquer, en tout cas sur les plateformes d'open data. Il y a une plateforme qui s'appelle Data Tourisme que moi j'ai découvert, alors pour vous dire que quelque part ça correspond vraiment entre guillemets aux défauts de communication et on y travaille, qui est une plateforme qui vise à s'internationaliser et qui est une plateforme de partage des données de tourisme. Et on peut imaginer la même chose avec notre candidature à France Relance sur le partage des données de la commande publique et qui a pour objectif de mettre à disposition toutes ces données-là à des acteurs publics et privés. Plaine Commune va être terre d'accueil des Jeux Olympiques, donc on a effectivement on va être une terre aussi d'accueil de beaucoup de touristes. Et comment on va pouvoir inventer les nouveaux services qui vont correspondre à des besoins très concrets d'une cible avec des acteurs publics et privés pour créer de la valeur et créer de la valeur économique. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup d'enjeux et on aura certainement l'occasion, Monsieur Monthubert, de rééchanger, j'en serais ravie, sur tous ces aspects-là parce que on travaille aussi sur l'open data, elle est vraiment au cœur, en tout cas, de la croissance économique et de ce fameux France Relance. Justement, cette question qui était dans le chat, alors je vous la redonne. L'open data, c'est bien, mais il serait utile de dire pourquoi faire, une communication sur les usages à développer. J'aimerais la poser à Antoine Carrette, puisque la région Île-de-France, justement, travaille à créer, à permettre justement que les citoyens s'approprient ces données et acquièrent une culture de la donnée ouverte. Je crois que vous mettez à disposition de manière assez ludique plus de 7400 jeux de données. C'est bien ça, Monsieur Carrette ? Oui, bonjour à toutes et tous. Du coup, alors je vais vous indiquer ce que la région propose, justement, vous propose notamment à vous, acteurs publics franciliens, pour accélérer et être accompagné dans cette ouverture de la donnée. Mais déjà en préalable, l'objectif là d'aujourd'hui, c'est de se dire en quoi cette ouverture de la donnée, elle est utile pour vous concrètement. Pour rendre plus de services au public et améliorer les services existants. Et du coup, un premier élément, parce que je l'entends régulièrement quand je suis en contact avec des acteurs publics, c'est l'open data, on est un peu réticent parce que ce serait une forme d'une certaine manière de se déposséder de la donnée. Nous, acteurs publics, on met un investissement conséquent pour mettre en qualité de la donnée, l'ouvrir, c'est un investissement certain qui n'est pas négligeable. Et puis, en fait, on la donne et puis le secteur
privé en fait ce qu'il veut. Je pense que, au contraire, toute démarche d'ouverture de la donnée, c'est une manière, c'est un moyen de se réapproprier sa propre donnée. D'une part parce que ça permet de mieux maîtriser quel est le patrimoine informationnel. En fait, c'est la question du patrimoine immatériel de sa collectivité. Quel est son périmètre, qu'est-ce qu'on a dans les cartons, qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs. Et par ailleurs, puisqu'on parle de données liées à la commande publique, il y a la donnée essentielle bien sûr, mais il y a aussi toutes les données qui sont générées dans le cadre des marchés publics, des délégations, des concessions. Et tout ça, aujourd'hui, je pense que c'est important de réaffirmer le caractère public de cette donnée et de se réapproprier cette donnée. Ça, c'est un grand enjeu qu'on a devant nous aujourd'hui, parce que finalement, quand on est collectivité territoriale, finalement, la donnée qu'on produit nous-mêmes en interne, elle représente, je sais pas, alors en termes de volume, je donnerais n'importe quoi comme chiffre, mais peut-être un tiers, peut-être 20%, peut-être même que 10% de la donnée qui intéresse le territoire et qui va être utile pour le développement du territoire. Donc, c'est des éléments importants. Et petite publicité pour nos partenaires, la Banque des Territoires, ils ont fait un guide avec un certain nombre de partenaires d'ailleurs, très utile et très concret pour vous, qui peut vous être utile même pour aller jusque à quelle clause je dois inclure dans les marchés publics pour redevenir maître de cette donnée qui est produite pour mon compte. Voilà, ça c'est un premier élément. Donc ouvrir, c'est surtout pas se déposséder, au contraire, c'est reprendre la maîtrise de son périmètre de données, de son patrimoine de données. Et ensuite, dans l'ouverture, je pense que l'open data, il faut surtout pas voir ça comme, en effet, ça a été évoqué, comme une contrainte, comme le truc en plus à faire à côté, et comme un bloc qu'il faut réaliser d'un seul tenant. Nous, ce qu'on propose, notre méthode à la région, c'est d'être très pragmatique et d'y aller pas à pas, parce que c'est toujours un investissement important. Donc, se dire, identifions déjà des besoins, et c'est pour rebondir sur votre question, c'est bien ça la logique, c'est comment est-ce qu'on développe, qu'on enrichit et qu'on améliore les services publics qu'on offre à nos publics. Et donc, la meilleure façon, je pense, d'aborder cette question, c'est de sélectionner quelques domaines stratégiques dans lesquels on identifie un vrai besoin, on a envie de faire des choses, mais pour le moment, on n'y arrive pas complètement. Et là, ce qu'on propose au niveau de la région Île-de-France, c'est justement pour les acteurs publics, hein, là je parle avant d'aborder les citoyens, c'est un partenariat autour des données et des services numériques qui vous permet d'intégrer une communauté de partenaires publics, bien sûr, mais également privés, associatifs, de recherche. On est totalement agnostique puisque finalement, il faut forger cette donnée, il faut co-idéer, on a parlé d'innovation ouverte, on a parlé c'est-à-dire d'innovation partenariale finalement, pour tirer tout le potentiel de cette donnée, tirer le meilleur parti de cette donnée. Il faut qu'on se rassemble, citoyens, acteurs privés, acteurs publics et de tout type finalement, associatifs, co. Donc un partenariat qu'on vous propose à tous pour venir exposer, voilà, moi j'ai telle problématique, j'ai tel besoin, j'ai telle donnée potentiellement, j'ai ça dans les tiroirs, je ne sais pas ce que ça vaut, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc collectivement, on va travailler à ça. Et tout ça, ça s'articule autour de la plateforme que vous avez évoquée, Île-de-France Smart Service, qui est une fusée à 2 étages, on va dire. Le plus gros concentrateur de données territoriales d'Europe qui permet à chaque type d'acteur, encore une fois public comme privé, comme citoyen, de venir partager de la donnée. Pas toujours en open data parce qu'il y a toujours aussi une question de confiance. On n'est jamais confiant dans la qualité de la donnée. On se dit oui, mais alors si je la publie, tout de suite ça va être pris pour argent comptant et ça va être mal interprété, ça va me porter préjudice. Il y a toujours un chemin pour aller vers l'open data qui est toute cette démarche d'ouverture, et donc la première étape, c'est de se dire dans un cadre de confiance, je peux partager cette donnée avec 2, 3, 4 acteurs, voire plus, pour se dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Et merci de présenter donc la Smart Data.
qui est l'émergence, on va dire le deuxième étage de la fusée, c'est la partie grand public, ouverte à tous, de cette plateforme Île-de-France Smart Service, et qui permet à tout un chacun de venir accéder. Alors, on a essayé de trouver des manières un peu dépoussiérées de traiter de la donnée, parce que c'est ce qui a été évoqué par mes collègues tout à l'heure. La donnée, il ne faut pas le considérer comme quelque chose de technique. C'est éminemment, c'est un patrimoine, c'est le patrimoine culturel, c'est le patrimoine informationnel, c'est le patrimoine de la collectivité, donc du territoire. Donc, on a essayé de mettre en lumière, en musique, une manière ludique d'accéder à cette donnée en open data. Mais ça n'est qu'une manière, on va se le dire, mon voisin, ma voisine, ils vont pas aller tous les jours sur une plateforme open data, c'est pas ça qui va les intéresser. Ce qui va les intéresser, c'est tous les services numériques qu'on va pouvoir développer autour de ces données. Donc la couche, encore une fois, c'est dans la voiture ou dans la fusée, il y a le moteur qui est très important, c'est ce concentrateur de données. Mais ce qui est surtout essentiel, c'est ce qu'on en fait ensuite, c'est-à-dire la carrosserie finalement, comment est-ce qu'on le rend digérable par les citoyens, par les acteurs économiques et les territoires eux-mêmes. Voilà. Donc je vous invite à aller découvrir Île-de-France Smart Service et vous verrez qu'il y a plus de 20 services actuellement qui sont déjà et merci pour le partage du lien dans le chat, qui sont déjà disponibles autour de thématiques. Alors il y a 4 grandes familles de thématiques: la qualité de vie, l'environnement et l'énergie, découvrir et apprendre, et entreprendre évidemment. Puisque alors la région bien sûr a un tropisme fort sur le développement économique du territoire. Voilà, en résumé les quelques grands messages autour de la donnée, c'est-à-dire voilà, faut faire pragmatique pas à pas, se dire quelle valeur ajoutée ça a pour moi, pour que je sois plus efficace dans la manière dont je produis mes services à mes publics. Et puis se dire que l'open data, c'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité de redevenir maître de ces données. Je ne l'ai pas évoqué aussi, mais c'est de la transversalité. On le sait, hein, toutes nos organisations, elles sont très silotées. C'est notre culture finalement. L'open data, c'est un élément frappant, je pense, c'est de se dire que quand vous allez publier un jeu de données en open data, les premiers réutilisateurs en termes de volume, c'est d'autres collègues en interne dans votre collectivité, dans votre organisation. Voilà. Donc c'est avant tout un outil, une démarche pour soi, pour mieux servir les autres. Merci Monsieur Carrette. Justement, un autre exemple passionnant qui illustre ce que vous avez dit dans un autre domaine. Je voudrais qu'on prenne la direction de Nevers. Isabelle Maté, je crois que vous avez travaillé là-bas avec la collectivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que j'avais appelé l'ouverture des données qui permet de la création de valeur par rebond. Donc, dans notre pilier relations citoyens, Nevers Agglomération, en fait, est un de nos clients d'une application qu'on appelle, d'une plateforme qu'on appelle Ma Ville dans ma poche. Et ils avaient pour objectif d'encourager la mobilité verte multimodale en proposant des itinéraires cyclables aux citoyens. En gros, ce serait l'équivalent de Waze, mais où vous avez les différents itinéraires par rapport aux pistes cyclables. Et donc, notre plateforme qui ne contient pas de données, hein, Ma Ville dans ma poche, c'est vraiment un agrégateur donc qui met en relation des connecteurs pour créer des services directement aux citoyens. Nous avons un de nos partenaires qui est Earth Technology, qui est un partenaire européen, qui est un acteur majeur de la géolocalisation. Et donc, pour Nevers Agglomération, Earth Technology a récupéré des données ouvertes pour créer des cartes numériques des pistes cyclables, donc des données issues de l'agglomération. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter à Nevers Agglo dans ma poche, vous choisissez un itinéraire et la modalité vélo et vous verrez le résultat. Donc ça, c'est une première. Donc c'est pas en ayant directement accès
aux données que nous avons pu réaliser ce cas d'usage, mais c'est via un partenaire qui en a fait, avec son expertise métier, quelque chose qui réponde aux besoins. Merci Isabelle. Emeline Van de Ven, vous avez aussi d'autres exemples assez concrets de justement que faire avec ces data, ces open data. Je pense notamment à Issy-les-Moulineaux et aussi au focus marché du GIP Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors du coup, je vais essayer de donner des exemples sur deux thématiques. D'abord, sur ce qui est donné de la commande publique. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'outils et de services qui ont été créés à partir des données essentielles, pour la simple et bonne raison que c'est encore récent, voire c'est pas encore mis en œuvre de manière effective partout. Donc, il y a un travail très intéressant que je vous invite à découvrir si vous le connaissez pas déjà, qui a été fait par le GIP Territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté, qui est le développement de l'outil Focus Marché, qui est un site qui permet de visualiser bien la valorisation des données essentielles des acheteurs publics qui appartiennent et qui sont membres de ce GIP. Donc ça permet pour les acheteurs d'aller voir très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire de ces données essentielles et comment on peut les faire parler et les visualiser. Ça, c'est un exemple extrêmement intéressant qui a été fait par un GIP. Ensuite, deuxième chose, et là, j'ai un peu mon parti pris, j'avoue, Datactivist a accompagné la préfecture de région Occitanie pour la mise en œuvre du projet SCOP. Alors, SCOP, c'est une plateforme dématérialisée qui centralise tous les marchés lancés au niveau de la région Occitanie, pas par la région, mais au niveau de la région. Donc, les acheteurs publics qui se trouvent sur le territoire de la région Occitanie sont invités à publier leur dossier de consultation en cours, leur DCE. Il y a une centralisation des avis d'appel à concurrence et également des données de programmation achat. Là, les acheteurs publient, les font connaître les procédures qu'ils vont lancer dans les semaines, dans les mois à venir. Alors ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça permet aux opérateurs économiques de programmer leur plan de charge et la manière dont ils vont se positionner pour répondre au marché public lancés par les différents acheteurs. Et donc là, c'est extrêmement intéressant, notamment dans le cadre du plan de relance et de la relance de l'activité économique des opérateurs par la commande publique. Donc ça, c'est deux principaux exemples commande publique. Datactivist, donc quand on a accompagné la préfecture de région Occitanie, il y a eu la rédaction d'un livre blanc qui s'appelle vers une commande publique ouverte, l'ouverture des données de consultation. C'est un livre blanc qui a été rédigé à l'issue d'une journée collaborative à Toulouse, qui s'est tenue en 2019. Ont été réunis les différents praticiens de la commande publique, la DAJ, la DAE, des profils d'acheteurs, mais aussi des acheteurs et des entreprises. Et cette journée a donné lieu à la rédaction d'un livre blanc dans lequel ont été identifiés les freins de l'open data, enfin de la mise en œuvre de l'open data dans la commande publique. Il y a également des préconisations qui ont été produites, mais surtout, il y a 5 futurs souhaitables. Donc je vous renvoie vers ce livre parce que ça permet d'aller imaginer comment pourrait être la commande publique si les données étaient plus ouvertes, et surtout c'est des scénarios prospectifs issus 2025-2030 qui permettraient de voir quels pourraient être les nouveaux outils ou services déployés si la commande publique, enfin si les données de la commande publique étaient encore plus ouvertes. Et donc là, évidemment, ça se baserait pas que sur les données essentielles publiées aujourd'hui, mais sur des données qu'on appelle des données étendues qui vont au-delà de la liste des données essentielles listées dans le code de la commande publique. Et par exemple, un des outils qui a été pensé, ça serait une plateforme de mise en relation entre les demandes d'achat provenant des acheteurs, les offres des entreprises, et qui permettrait de recouper les deux et de calculer une sorte de taux de coïncidence entre l'offre et la demande. Voilà, c'est très prospectif, mais c'est extrêmement intéressant à lire parce que ça montre ce vers quoi
on pourrait tendre en termes d'usage si on avait une commande publique plus ouverte. Et puis, un autre exemple pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces données ouvertes, mais qui sort pour le coup du périmètre commande publique, c'est l'organisation par Datactivist très récemment sous le pilotage, enfin sous demande de la Direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, et puis en partenariat avec Guillaume Brosier, Elias Orphelin, etc., l'organisation d'un hackathon Covid qui visait là à utiliser toutes les données qui ont été ouvertes pour suivre la pandémie. Et il y avait différents axes de travail identifiés pendant ces 2 jours qui étaient, eh bien, à partir des données ouvertes concernant toute la gestion de la crise sanitaire, comment on fluidifie la campagne de vaccination, comment on suit les malades du Covid sur le long terme, et puis comment imaginer d'autres outils pour suivre différemment la crise. Et ça a donné lieu notamment à l'ouverture des données du réseau Obépine, qui est le suivi des données des eaux usées. Voilà typiquement à quoi servent ces données. Et donc, on a eu autour de la table plus de 200 personnes qui ont imaginé ensemble, donc là, c'était vraiment société civile et administration réunies autour d'une même table, donc chercheurs, étudiants, journalistes, économistes, data scientists, etc., et qui ont réfléchi ensemble à la création typiquement de nouveaux outils pour suivre d'une nouvelle manière, en tout cas, cette crise sanitaire. Merci, Emeline Van de Ven, pour ces exemples. Et puis pour la transition, puisque je voulais justement faire un focus plus précis sur la période que nous vivons et finalement l'open data dans cette période de crise sanitaire. Bertrand Montumer, vous l'avez dit, en termes de santé, les données qui sont produites sont sensibles. Je crois que vous avez aussi un exemple justement en termes de santé qui a été fait avec le CHU de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les enjeux et aussi comment vous avez fait pour justement respecter les contraintes? Oui, tout à fait. Je vais vous dire, et puis aussi ce qu'on voudrait faire, parce qu'on n'a qu'une étape à ce stade. L'enjeu, il est relativement simple, entre guillemets, c'est d'essayer de caractériser, au fond, quelles sont les zones qui sont les plus à risque pour le Covid, de manière à pouvoir mettre en place des politiques de prévention, peut-être de soins tout à fait particuliers, voire de tests, etc. Alors, typiquement, on a besoin de quoi pour pouvoir identifier ça? Et quand je parle d'identifier les zones, je parle bien entendu d'une cartographie, au sens géographique du terme. Il s'agit de voir où sont localisées d'abord les personnes qui sont contaminées par la Covid-19. Donc, on a besoin pour cela d'avoir des données de santé et des données, bien entendu, localisées en termes de santé. D'ailleurs, cette question de la localisation, elle n'est pas complètement simple parce que où est réellement la personne qui a, par exemple, fait un test quelque part? Est-elle à l'endroit où elle a fait le test? Rarement, en fait. Est-elle à son adresse, à son domicile? Il y a plein de questions, vous voyez, qui ne sont pas complètement simples. On a besoin de ça, bien entendu, mais on a besoin d'autre chose parce qu'en réalité, les personnes qui sont à risque, ou par exemple parce qu'elles sont dans une zone où le taux d'incidence va être important, eh bien, il peut y avoir plus de personnes à risque avec un même taux d'incidence que dans une autre zone. La question du risque, elle est liée aux autres conditions de santé, bien entendu, des individus, au-delà du fait qu'ils sont touchés ou pas par la Covid-19. Ça tient également à des conditions sociales, dont on sait qu'elles ont un impact sur le risque. Ça peut être des conditions respiratoires, par exemple, et qui elles-mêmes vont être dépendantes de facteurs climatiques, environnementaux. Bref, il y a beaucoup de données à articuler. Certaines de ces données, le CHU les a, par exemple, sur des données de santé. D'autres données, le CHU ne les a pas et va effectivement recourir à des données open data, en particulier les données de l'INSEE, qu'on connaît sous le nom des IRIS de l'INSEE, c'est-à-dire le regroupement sous zone géographique de quelques milliers d'habitants, des personnes sur lesquelles on va publier des données moyennes, en fait, de revenus, par exemple, pour ces personnes-là. Donc, on a pu accompagner ce cas d'usage avec effectivement le CHU de Montpellier et puis une start-up montpelliéraine qui s'appelle Canopy Med. D'abord, en travaillant sur le cadre éthique. Parce que la question n'est pas seulement qu'est-ce qu'on rêverait de faire avec les données, mais c'est aussi est-ce que les usages vont être des usages, d'une certaine manière, qui vont dans le cadre de l'intérêt public ou de l'intérêt général. Quand on est en train de parler d'une cartographie des zones à risque,
vous imaginez bien que suivant la manière dont on va l'utiliser, on peut avoir quelque chose d'extrêmement positif parce que, par exemple, justement, on va avoir une attention particulière à ces zones de manière à venir en aide aux populations, détecter d'emblée les clusters qui peuvent se former pour éviter qu'ils ne se propagent. On peut avoir évidemment aussi des usages très stigmatisants par rapport à des cartographies. Donc, il faut être très vigilant et donc on a accompagné à Occitanie Data, au vu de la charte éthique que nous avons publiée il y a 1 an, nous avons fait un accompagnement pour que ce cas d'usage puisse être traité conformément à notre charte éthique. Donc là, c'est une première étape qui a pu être réalisée, qui a pu donner lieu donc à ces éléments de cartographie. Maintenant, il faut aller plus loin. Et c'est là que la question de l'open data montre aussi à la fois toute sa force, mais aussi ses limites. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas tout publier en open data. On ne va pas publier les données sociales, les données de revenus de l'ensemble des citoyens français en open data. Ça serait complètement aberrant. Évidemment, personne ne le souhaite ni même ne l'imagine. En revanche, comment arriver à faire en sorte de croiser des données qui sont nécessaires à croiser avec une bonne finesse, comme des données sociales et des données de santé, par exemple, de manière à en tirer des enseignements statistiques? Eh bien, c'est l'étape suivante sur laquelle nous sommes en train de travailler. Pardon, quelqu'un voulait intervenir? Non? Je crois que c'est bon, vous pouvez continuer. D'accord. Voilà, donc l'étape suivante, c'est effectivement d'aller au-delà. Et je crois que puisque la thématique de ce matin est celle de l'open data, je veux évidemment rester dans ce lien-là, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'il faut effectivement avoir en permanence en tête, et en particulier quand on conduit une politique d'open data dans n'importe quelle structure, et c'est une des approches que j'avais quand j'ai pu le faire au sein de la région Occitanie. Je disais toujours, regardez tout ce qu'on peut ouvrir. Et évidemment, tout ce qu'on peut ouvrir, il faut l'ouvrir. Mais s'il y a des choses qu'on ne peut pas ouvrir, ne vous arrêtez pas là. Ne vous dites pas, bon, on ne peut pas l'ouvrir, donc on laisse ça dans nos silos internes. Posez-vous la question, est-ce qu'on pourrait néanmoins faire des traitements sous certaines conditions, peut-être avec certains acteurs et pas d'autres, autour de ces données-là? Et donc, le chantier, il est immense et je crois qu'il ne fait que démarrer en réalité. Mais il ne faudrait surtout pas se dire, une fois que j'ai fait ma démarche open data, je n'ai plus qu'à l'alimenter, l'entretenir, la maintenir, et ce serait fini. Non, je crois qu'il faut effectivement aller au-delà et explorer tout le potentiel d'usage des données, y compris celles qui ne sont pas ouvertes, celles auxquelles on ne pourra pas donner accès à tout le monde, mais peut-être à certains acteurs, parce qu'il y a effectivement de la connaissance à en tirer, de la connaissance qui va être utile à tout le monde. Dans le début de votre propos, vous avez dit qu'il y avait une question sur où est la personne finalement qui a fait le test. Je crois, Isabelle Maté, que c'était une des questions justement, alors pas forcément le test, mais vous avez mesuré les déplacements au début du premier confinement, c'est bien ça? C'était un cas d'usage très concret? C'était un cas d'usage très concret. Alors là, quelque part, ça va être presque l'inverse, c'est-à-dire à partir de données issues de nos réseaux, hein, donc des données technologiques, on est capable, en les croisant avec d'autres types d'informations, dont nos parts de marché, mais aussi les données INSEE, on est capable de fournir des indicateurs statistiques des mouvements de population. Donc, nous, on a pris nos données privées, des données en open data, et surtout, ce qui a été intéressant, c'est que ce qu'on a fourni notamment à l'INSERM, qui est l'établissement public de recherche en biologie et médicale, ce sont des indicateurs donc de flux de déplacement de population qu'ils ont mis eux-mêmes à disposition de tous les acteurs du territoire pour partager donc ces informations en temps réel. Et l'objectif, c'était bien de permettre, ça ressemble à ce que disait la personne de Datavis, pardon, la compréhension de la propagation de la pandémie sur le territoire national. Donc, tout ce système a été ouvert et a permis notamment aussi d'ajuster et d'anticiper les moyens supplémentaires à mettre en fonction des zones. Merci beaucoup pour cet exemple très concret. Emeline Van de Ven, est-ce que qu'est-ce que vous
vous ressortez justement vous tirez de ces différents cas d'usage? J'en retire que il faut poursuivre tous les travaux qui sont engagés de réflexion à droite et à gauche. J'aimerais aussi faire passer un second message qui est le suivant, notamment pour les données de la commande publique. On parle beaucoup des données essentielles parce que c'est celles qui ont attiré notre attention depuis le 1er octobre 2018 et j'étais acheteur avant, hein, donc je vois très bien ce que ça peut représenter tout ce travail d'open data. Faut pas oublier quand même aussi qu'on a la loi pour une république numérique qui s'applique à certains jeux de données de la commande publique. Tous les jeux de données qui présentent un intérêt économique, sanitaire, social, environnemental doivent aussi être publiés. On en parle moins. Alors après, c'est aussi une question de standards qui n'existent pas encore, qui sont en train d'être créés, que les uns les autres doivent construire pour l'instant dans leur coin. Mais mon souhait, c'est qu'on aille très vite au-delà de la simple publication des données essentielles, que ces données essentielles, déjà, elles soient publiées à 100% partout, qu'elles servent en interne et qu'elles soient valorisées à destination des entreprises lors des opérations de rencontre des prestataires économiques, de sourcing et de bilan des politiques achats qui sont faits au terme d'une exécution annuelle, que ces données-là, elles servent sur la stratégie achat que les uns les autres sont en charge de construire ou de suivre, et puis surtout qu'elles soient vite recoupées avec d'autres jeux de données. Par exemple, si on recoupe les données essentielles avec des jeux de données INSEE, eh bien, on doit être en mesure de déterminer le pourcentage de marché attribué à des TPE-PME. Est-ce que ce sont des TPE-PME locales ou pas? Donc, ce sont des cas d'usage qui répondent aussi parfois à des commandes politiques, notamment à des demandes d'élus en amont des passages en CAO. Et puis, le jour où il y aura plus de données ouvertes, qu'il y aura d'autres jeux de données accessibles et ouverts, eh bien, on pourra les recouper plus facilement et donc arriver à cette création de nouveaux outils, de nouveaux usages et surtout arriver à sortir de cette logique de mettre en open data sans s'en resservir. Et l'idée, c'est que chacun, et j'aimerais en fait que chaque acheteur puisse, et le temps surtout, je sais que c'est surtout un problème de temps au sein des services de la commande publique, de remettre à plat toutes les données que les uns et les autres produisent. Je suis sûre qu'il y a plein de doublons, il y a plein de choses à recouper, notamment aussi avec les services financiers. Et donc, j'espère qu'il y aura une organisation de la donnée au sein de plein d'administrations et en tout cas qu'elles serviront à mieux piloter en interne, mais surtout qu'elles seront aussi reprises par des entreprises et que certaines créeront de nouveaux outils pour qu'il y ait des cas d'usage en tout cas qui soient mis en œuvre et plus développés sur le sujet commande publique. Voilà, c'est un espoir, c'est pour ouvrir la fin de la table ronde, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. En tout cas, il faut aussi que ça devienne un sujet à part entière et pas quelque chose de subi. Antoine Carrette, j'imagine que vous partagez ce qui vient d'être dit et que c'est un peu le rôle de la région d'accompagner justement ceux qui ont besoin dans cette démarche d'open data et de trouver le temps. Tout à fait, non, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Emeline Van de Ven et je pense que c'est important. Il faut surtout pas, il faut oser rêver grand et en même temps être rationnel, c'est-à-dire que oui, tout ça c'est du temps, on n'a pas le temps, on a plein de charges à droite à gauche, mais c'est des démarches qui sont pleines de promesses parce que Emeline évoquait le gain de temps, l'inefficacité finalement qu'on a dans nos processus depuis longtemps. L'ouverture de la donnée, c'est l'occasion de revisiter ça. Et ce que je voulais vous indiquer en conclusion, c'est qu'évidemment, la région est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul, chacune dans vos organisations. On est conscient que c'est des sujets qui peuvent vous apparaître un peu comme l'Everest ou le Mont Blanc. Et l'important, c'est surtout d'y aller pas à pas, de ne pas hésiter à frapper à la porte. Je vais vous remettre dans le chat nos coordonnées, mais bien sûr, vous pouvez passer par Maximilien pour nous contacter si vous avez des questions. Donc voilà, on est à vos côtés et c'est un beau sujet qui est vraiment plein de promesses pour vous. Merci beaucoup. Notre heure d'échange arrive déjà à son terme.
Je vais redonner peut-être la parole à Mona Drikia pour peut-être un mot de conclusion. Oui, avec plaisir. En fait, je voulais dire aussi à Antoine Carrette que GIP a adhéré à Île-de-France Smart Services et qu'on est ravis et que ça nous offre d'autres perspectives sur le développement. En tout cas, il y a un sujet qui nous a… alors, tout d'abord, je voulais excuser notre président, M. Le Garret, qui n'a pas pu être avec nous et qui m'a donné la responsabilité de conclure ces échanges très, très riches et fort intéressants et qui nous ouvrent de nombreuses perspectives, à la fois dans la transformation du métier d'acheteur qui a été évoqué par Emeline, et c'est un des sujets sur lesquels le GIP Maximilien est attaché. Offrir de nouveaux services au métier de l'acheteur et faciliter le quotidien du métier d'acheteur. On aura compris que ce sujet d'open data est crucial dans les années à venir. Le sentiment que je partage, c'est qu'on est en train d'entrer dans une phase où effectivement, je dirais, d'accélération par rapport à tout ce qui a été notamment explicité par Bertrand Montubert. On a vu les cas d'usage avec Isabelle Maté. On est très engagé en tout cas sur la partie commande publique parce qu'effectivement, on a encore des champs à explorer, que ce soit dans la génération de nouveaux services, à être plus efficient, à inventer, à se réinventer. Et l'open data, en tout cas, nous interroge et nous offre de nombreuses perspectives sur les sujets d'innovation de la commande publique notamment. Je dirais que c'est même un devoir d'innover au niveau des collectivités et de la commande publique au rapport avec les enjeux de développement économique et auxquels nous devons tous être collectivement être au rendez-vous en répondant à des besoins très pragmatiques. Je le dis encore une fois, accompagner le développement pour les citoyens et avec les citoyens au travers de cette ouverture de données, tout en ayant une vocation à s'organiser, à fédérer, à mieux communiquer autour de l'open data, et puis d'avoir à cœur, je dirais, cette fameuse innovation utile, tout en… Il y a eu un terme qui est revenu régulièrement, c'est la confiance, la protection des données. Bertrand Montubert, vous l'avez évoqué en disant qu'on aura certainement des champs, comme dans le privé d'ailleurs, il y a des données qui sont partagées, et puis il y a des données qui sont dites sensibles et qui sont liées au core business. On a les mêmes, je dirais, même fonctionnement, même si on doit se réinventer sur la partie partenariat public-privé habitant. Et puis cette commande publique, on la souhaite aussi au travers de cette open data, on la veut responsable. Et ça, c'est aussi des valeurs d'éthique qu'on a tous partagées, je dirais, ce matin, depuis le début. Alors, depuis le début, on a été à peu près une centaine systématiquement à suivre cette première convention annuelle, qui est un premier exercice qui nous a semblé très pertinent pour pouvoir, je disais, s'organiser, fédérer, mieux communiquer. C'est aussi partager le savoir. Je dis souvent, quand on partage le savoir, celui-ci a pour avantage de grandir. Donc, je pense et j'espère en tout cas que tous les participants, et un grand merci à l'ensemble des intervenants de grande qualité qui ont participé soit aux ateliers, soit à la conférence que vous avez eue en ouverture. En tout cas, merci à tous et à toutes. Un dernier message, vous avez évoqué la Covid. La Covid nous a bouleversé dans la gestion de l'open data et en fin de compte, ça a eu aussi des effets très importants de création de services. On l'a vu de l'autre côté de l'Atlantique avec des universitaires comme l'Université d'Hopkins qui a commencé, qui a démarré à partager ces informations. Ça a créé, vous voyez, toute une dynamique qui arrivait chez nous avec des startups ou des jeunes très innovants et des pépites qui ont créé de nouveaux services qui ont été au plus près du besoin d'information des citoyens. Donc voilà, c'est aussi pour dire qu'il y a aussi cette émulsion-là qui va vers nos citoyens. On est certainement dans une phase d'accélération. On est dans une phase où il va y avoir aussi de l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il y a du prédictif, des outils d'aide à la décision qui sont en train d'arriver, tout en gardant, je dirais, nos valeurs franco-françaises et européennes d'éthique, de responsabilité, de développement durable, de social et de résolument inclusif dans l'ensemble de nos services. Donc, en tout cas, merci à toutes et toutes d'être participées. Je ne saurais terminer ma conclusion en saluant l'ensemble de l'équipe du GIP Maximilien, Daniel, Sandrine, je vais certainement en oublier, mais pardonnez-moi, mais je vous salue tous personnellement, Véronique aux commandes,
notre journaliste de Parole d'élus. Merci à vous d'avoir animé. Et puis, je vous dis à très, très vite. Je crois que ça va être disponible en replay. Donc, vous allez pouvoir, pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence, faire avoir la séance de rattrapage. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on est à votre disposition. L'ensemble de l'équipe est à votre disposition s'il y a des questions complémentaires. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, rendez-vous l'année prochaine pour la 2e convention annuelle du GIP. Merci à toutes et tous.